concernant le rajout du spironolactone, est-ce qu'on arrête le thiazédique et à quelle fréquence on doit surveiller le ionogramme? Parce que voilà, il y a un risque quand même de perturbations ioniques qui peuvent engendrer des complications cardiaques. Tout à fait. Donc, on est sur une trithérapie, on passe à la quadrithérapie. Et on rajoute l'aldactone. Dans notre pratique de tous les jours, nous avons un médicament qui associe les deux. Et ça nous facilite la tâche. Tout en surveillant effectivement la calémie. Si maintenant votre calémie est normale, vous la contrôlez, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, si elle est normale, ça veut dire qu'il y a un équilibre. La seule peur, c'est l'hypercalémie. Et tout est fonction du débit de filtration glomérulaire. Maintenant, quand vous êtes en dessous de 40 millilitres, donc on peut switcher. Il est préférable de passer les thiazédiques ou les thiazédiques-like vers les diurétiques de l'once. Et quand on est à moins de 30, ou à moins de 20, on passe directement aux diurétiques de l'once. Mais sinon, vous êtes tranquille. Le plus important, c'est d'avoir des pressions artérielles acceptables pour que votre cœur fonctionne bien. Si vous êtes dans l'hypertension résistante, eh bien vous allez majorer votre insuffisance rénale. Et là, vraiment, depuis une année, moi, je respire. Parce qu'on était obligé par force des choses, et le malade était persuadé que l'aldactone que vous lui avez donné a provoqué l'insuffisance rénale. Il est toujours persuadé, parce que c'est le message qu'on lui fait passer. Aujourd'hui, non, on lui dit qu'il y a des données qui sont claires et qui disent qu'il faut la donner et qu'on n'a pas autre chose. Et vous avez vu, dans les recommandations de 2023, je crois mai 2023, aldactone recommandé. Ensuite, si l'aldactone n'est pas toléré pour une raison ou une autre, par exemple une gynécomastie, à ce moment-là, on peut donner cléphérine. Et si vous dites, refaites l'examen sans garrot, pour être sûr. Merci beaucoup pour les 2 présentations elles étaient très enrichissantes et ça nous aide à la pratique quotidienne. Et, ma question, c'est sous forme d'un cas clinique que je viens de recevoir cette semaine. C'est un homme de 65 ans chez qui je découvre un diabète. Au cabinet, déjà la glycémie elle était à 4 grammes par litre. Je demande un bilan complémentaire. Il vient pour astyler, pour des symptômes vraiment légers. Et quand on fait le bilan, on trouve une hémoglobine glycée à 10. Au cabinet, bien sûr, une tension artérielle élevée, pas trop, à 15, je crois, 15, 8. Et les triglycérides, ils étaient à 8 grammes par litre. D'ailleurs, j'appelle le labo, elle me confirme, elle me dit son sang il était grand. Avec une hypercholestérolémie LDL, je n'ai pas vraiment les chiffres, à 1,5, 1,6. Très bien. Alors, si je résume, parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu, c'est un patient âgé de plus de 60 ans. Oui. Qui consulte pour une première fois avec un diabète diagnostiqué récemment, oui. Ou de manière inaugurale, avec une glycée à 10%, un taux de triglycérides à 8 grammes et un LDL cholestérol à plus d'1,60. Ouais. C'est ça. Et alors, ça c'est un profil de patient. Quand on découvre pour la première fois un diabète, c'est un profil de patient qui est relativement fréquent. Peut-être un taux de triglycérides un peu moins, mais en tout cas c'est fréquent. Très souvent les patients que l'on reçoit en consultation, chez qui on découvre un diabète inaugural, c'est des patients qui ont une mauvaise hygiène alimentaire et sans oublier l'inactivité physique, qui fait que ces patients ont souvent un taux de triglycérides relativement élevé ou franchement élevé, bien plus que ne le paraîtrait le taux de LDL cholestérol. Et concrètement, chez les patients qui ont un taux de triglycérides élevé, bon, bien sûr, sans diabète, il faut prendre en considération, il faut entamer donc les mesures génodétiques et le traitement, en l'occurrence, notamment par la metformine
après avoir bien évalué votre patient et voir un peu la considération de chaque classe thérapeutique. Indéniablement, le taux de triglycérides, dès que vous démarrez les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique, ça baisse en général en chute libre pour atteindre quasiment les 2,50 g. Après, c'est un peu plus difficile de descendre en dessous des 2,50 g pour le taux de triglycérides. Il suffit d'enlever les sodas. Ils sont souvent associés à la mauvaise hygiène alimentaire. Arrêter les sucreries, réduire la consommation de pain, les pâtes, la pomme de terre. En fait, tout un peu nos traditions alimentaires et vous voyez que le triglycéride descend. Quand vous lisez les recommandations, notamment les recommandations 2022, les recommandations britanniques, des endocrinologues, qu'est-ce qu'on vous dit? Le risque, parce que le risque, il ne faut pas l'oublier, majeur des hypertriglycéridémies importantes, c'est cette pancréatite aiguë. Le risque de pancréatite aiguë devient réel à partir de 10 millimoles de triglycérides. Quand on dit 10 millimoles, on est dans le 8,85 grammes par litre de triglycérides. Donc, à 8,85 et plus, on va se focaliser sur le taux de triglycérides, il faut le casser. Et à ce moment-là, c'est la seule condition pour laquelle on peut éventuellement démarrer par un fibrate et reconsidérer le patient selon son risque cardiovasculaire. En dessous de 8,85, le risque de pancréatite aiguë est très faible. Et à ce moment-là, c'est le risque cardiovasculaire qui prend le dessus. Et donc, je vais focaliser sur son LDL, arriver à l'objectif du LDL, et forcément, ce sera certainement par une statine, voire de l'ézétimib associé. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas les PCSK9, mais ils ont des implications assez particulières, même en Occident. Et à ce moment-là, je reconsidère le taux de triglycérides, et s'il reste effectivement élevé, une fois que mon LDL est atteint, l'objectif de mon LDL est atteint, par la statine forte intensité, voire l'association des éthylés, ce n'est qu'à ce moment-là que je vais m'intéresser à l'association, non pas à la substitution, que ce soit par l'écosapentaléique acide, si demain nous l'aurons, et charlatan, oméga 3, à défaut, fibrate, association avec la statine. D'accord? Donc, 8,85, 8,80, on n'est pas loin du 8,85. Il faut rapidement modifier les mesures génétiques et revoir le patient. Au lieu de le revoir par exemple dans 3 mois, je vais le revoir dans 4 semaines. Pour être sûr que mon taux de triglycérides est en train de chuter et non pas il est plutôt dans l'ascension. Pour vérifier la cinétique. Et à ce moment-là, on est tranquille. Et là, je traite et son diabète, je confirme son hypertension artérielle dans lequel cas je dois impérativement la traiter pour atteindre un objectif à 70 ans, vous m'avez dit. 65 ans. 65 ans, on est à un objectif entre 120 et 130 de systolique et 70-80 de diastolique. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas une maladie rénale associée, sinon on remonte un peu dans les niveaux de pression. Et à ce moment-là, je réévalue mon patient de manière globale et j'optimise la thérapeutique. Donc, 8,85 et plus, oui, il faut faire attention, il y a un signal fort au risque de pancréatite aiguë. Moins de 8,85, c'est le risque cardiovasculaire qui prime sur le risque de pancréatite. Donc, si je comprends bien, c'est au bout de 3 mois, on a un taux de triglycérides, un bon chiffre. Donc, on commence une statine et on réévalue dans 3 mois. Dans 3 mois, par exemple, on trouve le taux de triglycérides, il a augmenté jusqu'à 5 par exemple, et on a un taux de LDL normal. Donc, quelle est la consultation? Alors, juste pour les délais, quand on est dans le risque faible modéré, on est à l'aise. Quand on est dans le risque élevé, très élevé, l'idéal c'est de réévaluer le patient 4 semaines. Pas 3 mois. Parce qu'il faut faire vite chez ces patients. Il y a un risque imminent d'événement cardiovasculaire qui pourrait être fatal. Après, donc, j'ai considéré que mon patient était à risque cardiovasculaire, le risque de pancréatite est moindre, parce que j'ai un taux de triglycérides à moins de 8,85. Les recommandations me disent que vous allez vers la statine. Je mets une statine forte intensité, je revois mon patient 4 semaines après. Si dans les 3 mois max j'ai atteint l'objectif de mon LDL, c'est excellent. Je garde la statine, je réévalue le taux de triglycérides. Si les triglycérides sont élevés, oui, je suis en mesure d'associer EPA idéalement, à défaut fibrate. D'accord? Alors, il y a peut-être un profil, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étude d'accord, l'étude FIND, etc., où c'était des études négatives avec les fibrates. Et on s'était dit, bon, fibrate, il n'y a pas de doute, on a beaucoup d'études qui témoignent de la négativité de des fibrates en matière de risque cardiovasculaire. Il y a une dernière étude publiée en 2022 avec le pimafibrate, pardon. Donc, fibrate ne fait pas grand-chose d'un point de vue risque cardiovasculaire. Quand vous lisez entre les lignes ces études, vous allez voir qu'il y a un profil de patient qui s'identifie. En l'occurrence, c'est le patient qui a un HDL bas, un taux de triglycérides élevé.
HDL bas, triglycérides élevés, ça veut dire que dans ces triglycérides que l'on dose chez ces patients-là, il y a quelque chose d'hétérogène. Et c'est quelque chose d'hétérogène, on va le voir tout à l'heure dans l'atelier, ce sont ce qu'on appelle des triglycérides qu'on dose dans le sang. Ce ne sont pas réellement des triglycérides. Ce sont des molécules de cholestérol, mais qui sont riches en triglycérides. Et c'est lesquelles? C'est une forme intermédiaire. Et ce qui prime par contre, c'est le VLDL. Le VLDL est très riche en triglycérides. Ce qui fait que quand on fait un dosage, on ne dose pas de VLDL, on va trouver des taux de triglycérides élevés. Dans ces triglycérides, il y a du VLDL, et le VLDL est une molécule hétérogène, certes moins hétérogène que le LDL, mais en tout cas elle est hétérogène. Donc, un taux de triglycérides qui reste élevé, oui, il faut le regarder, mais c'est une fois qu'on a ciblé l'acteur principal du scénario de l'athérosclérose qui est le LDL, et après je m'occupe du triglycéride, et dans ce triglycéride, il faut garder à l'esprit, surtout si j'ai un HDL bas, il faut garder à l'esprit que dans ce triglycéride, il y a des molécules de cholestérol hétérogènes, moins hétérogènes que le LDL, qui sont entre autres les VLDL. Merci. Merci. Docteur. Est-ce qu'on donne les statines à tous les diabétiques ou pas forcément? Alors, c'est une bonne question. Au début, il faut rappeler, à un moment donné, on disait statine dans le biberon. Il faut être rationnel dans la vie. Toujours, quand on a un patient, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je gagne en mettant une statine si j'ai un risque cardiovasculaire. Vous avez vu le professeur Tami qui a présenté tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, on a la catégorie de patients de diabétiques de type 2, vous voyez, c'est pas type 1, hein, parce que type 1 à risque faible, ça existait. Type 2 à risque faible, ça n'existait quasiment pas, bien que le taux soit relativement faible. Un patient qui est diabétique de type 2, qui est à risque faible, si j'ai un objectif, si j'ai un LDL, pardon, donc on est à moins de 1,15 de LDL. Si mon LDL, le taux d'LDL est spontanément moins de 1,15, est-ce qu'il y a un bénéfice à mettre? La réponse, je vous rappelle la question tout à l'heure. Est-ce qu'un patient à risque faible, on apporte quelque chose en matière de réduction du risque cardiovasculaire quand on met une statine? La réponse était oui. Donc, faites une lecture de la littérature, vous allez voir qu'il y a un bénéfice, il n'y a pas de doute, avec un fait significatif. Par contre, nous ne sommes pas efficients, c'est-à-dire qu'on va coûter cher au budget sanitaire pour un bénéfice qui n'est pas forcément important. À partir du risque modéré, il n'y a pas de doute. Il y a une statine à mettre pour atteindre un objectif que vous connaissez aujourd'hui, moins de modéré, moins d'1 gramme, élevé, moins 0,110, très élevé, moins 0,55. Là, il n'y a pas de doute. Donc, mettre une statine chez tous les diabétiques, la réponse est peut-être non. En fonction du score cardiovasculaire, oui, on a une statine. S'il vous plaît, alors si, par exemple, si on a un patient qui a deux atteintes, qui ont des atteintes micro-angiopathiques de 2 territoires ou 3 territoires, s'avancer sur l'atteinte micro-angiopathique cardiaque et de 1, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'atteinte macrovasculaire et de l'atteinte microvasculaire qu'on n'explore pas, qu'on ne peut pas explorer systématiquement. Et pour la deuxième question, alors j'ai une patiente qui est diabétique, qui a une insuffisance rénale modérée à sévère, qui a l'objectif, c'est-à-dire lipidique par rapport au LDL cholestérol, puis qui garde des triglycérides élevés. Alors son début de filtration il est aux alentours de 25 ml. Est-ce que je gagne à diminuer les triglycérides? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle molécule faut-il explorer? Bon, faut-il mettre? Bon, la troisième question, je vais oublier. Alors, la première question, c'était... non, attendez, parce que non, même moi, je commence à oublier. Voilà. L'atteinte micro-angiopathique. Alors, globalement, regardez, dans la stratification du risque cardiovasculaire du patient diabétique, on parle de patients à très haut risque parce qu'on a une atteinte de la micro-angiopathique de 3 territoires différents. C'est clair, net et précis. Ça veut dire que c'est un patient chez qui j'ai une neuropathie confirmée, j'ai aussi une microangiopathie, une microalbuminurie, donc un RAC positif, et par exemple, j'ai aussi un troisième territoire qui pourrait être, par exemple, pardon,
Attendez, donc la microalbuminurie qui est une atteinte rénale, la douleur neuropathique ou neuropathie périphérique, et puis le troisième territoire, c'est une rétinopathie diabétique. Donc là, nous avons une microangiopathie, trois territoires. Ça, d'emblée, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. Si j'ai uniquement, par exemple, microalgue avec rétinopathie, j'ai deux territoires microangiopathiques, là, je reconsidère les autres paramètres. Débit de filtration, par exemple, tout simplement. Si j'ai une clearance en dessous de 45 ml par minute, je suis dans le très haut risque. Si j'ai entre 45 et 60, il faudrait qu'il y ait une microalbuminurie associée pour qu'il soit dans le très haut risque. Donc vous voyez, c'est bien défini. Alors, quand j'ai un patient qui est à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire, l'objectif est clair. Il est donc en dessous de 0,55 ou d'au moins 50% le LDL cholestérol en moins. Et là, on est dans les statines forte intensité. Alors, la question c'était... La microcirculation cardiaque. Et je pense que la réponse, vous l'aviez tout à l'heure, professeur Fermier, vous l'a bien précisé, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tout à fait les moyens d'évaluer la microcirculation, qu'elle soit cardiaque, qu'elle soit musculaire ou autre. Par contre, l'atteinte macrovasculaire, on a tous les moyens pour l'évaluer. Donc aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Alors concernant l'atteinte microvasculaire, on n'a pas d'outils validés. Mais quand je fais mon épreuve d'effort, si j'ai une capacité physique correcte, c'est que je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'atteinte de la microcirculation puisqu'il y a une bonne fonction. Donc, deuxièmement, quand je fais une échographie cardiaque, quand je fais le strain, donc on n'a pas encore de cutoff bien déterminé, mais quand il y a une altération de la fonction myocardique, ça commence par une déformation. Et donc aujourd'hui, il y a des études, mais on n'a rien de validé. Je pense que dans l'avenir, on va intégrer certainement l'écho de strain et probablement, je dis probablement, qu'on va intégrer l'évaluation de la capacité physique. Parce que le premier signe de l'insuffisance cardiaque de la fraction d'éjection préservée, c'est la dyspnée qui est matérialisée par le fait de capacité physique. Voici les outils aujourd'hui dont on dispose, les outils cliniques pratiques de tous les jours. Donc l'échographie est faite. Si vous avez une altération de la fonction aujourd'hui évidente du strain avec une bonne fonction systolique, là, vous devez suspecter une atteinte de la microcirculation. Et ensuite, l'atteinte de la microcirculation, le traitement, c'est le traitement des facteurs de risque et principalement, si on est dans un risque cardiovasculaire très élevé, il faut vraiment être agressif pour être au niveau de la cible. Merci beaucoup. Alors, juste pour répondre à la deuxième question, vous avez une patiente qui a un débit de filtration entre 20 et 25 ml par minute et qui garde un taux de triglycérides élevé. C'était ça votre question. Donc, c'est une patiente, je suppose qu'elle est déjà sous statine forte intensité. D'accord. Donc, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les études qui ont utilisé, parce que là, on n'est pas loin, on est dans l'insuffisance rénale stade 4, pour ne pas parler, on se rapproche du stade 5. Et dans le stade 5, c'est déjà l'indication à la dialyse. Les études qui ont utilisé les statines chez les patients dialysés ont été négatives. Vous avez l'étude Aurore et l'étude KT, donc l'étude allemande. Une fois que le patient est déjà au stade de dialyse, on perd l'avantage de la statine d'un point de vue risque cardiovasculaire. Maintenant, un patient qui est à 25 ml de clearance à la créatine, qui est déjà sous forte intensité de statine, il faut savoir laquelle des statines, parce que d'accord. Donc Rosuva ou atorvastatine, on est dans les statines forte intensité, et que malgré ça, le taux de triglycérides reste élevé, à 5 grammes, vous avez dit. 3 grammes. Donc 3 grammes, globalement, il faut garder en tête, il y a la part du rein, mais il y a aussi probablement la part de l'assiette, de l'alimentation. Donc recorrigez juste ce qu'il y a dans son assiette, et si c'est le cas, même si vous décidez d'associer, parce que c'est ce que disait la recommandation, c'est qu'une fois que l'objectif idéal est atteint avec la statine forte intensité, on peut rajouter soit le PA, soit le fibrate. Le fibrate qu'on peut mettre dans le cas d'une insuffisance rénale avec une clearance inférieure à 45 ml par minute, nous ne l'avons pas en Algérie. C'est le phénofibrate dosé à 54 mg. Nous ne l'avons pas, nous avons du 160 mg effectivement phénofibrate. Donc on n'a pas ce fibrate pour la maladie rénale.
Alors, est-ce qu'il faudrait insister sur quelque chose? Moi, à mon avis, à ce stade-là, il faut insister surtout sur les mesures génétiques et un suivi régulier en matière de néphrologie, parce que c'est un patient qui est en train de se rapprocher de la dialyse. C'est normal qu'il y ait une insuffisance rénale installée. D'autres questions? Comment peut-on expliquer qu'un malade, on n'arrive pas à contrôler un malade hypertendu avec toute une panoplie toute une gamme de médicaments, quadrithérapie, bêta-bloquants, spironolactone, tout ça. Et même si on l'a chez le cardiologue, en tant que généraliste, on ne se contente pas de garder le malade, donc on l'a chez le cardio avec toute l'exploration, et c'est une HTA essentielle, et on n'arrive jamais à contrôler ce patient. Malheureusement, à peu près 10% des hypertensions sont résistantes au traitement. Et ça pose vraiment problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de développer d'autres techniques, d'énervation rénale, etc. Mais ça reste un véritable problème, et même dans les recommandations, donc ça existe, et on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a une résistance malgré donc l'achèvement thérapeutique. Généralement, quand on arrive avec 4 médicaments et on est vraiment dans l'hypertension résistante au traitement, là il faut peut-être penser à d'autres alternatives, dont la génération rénale. Il y a quelques points, il y a moins de 2 ans, je crois que c'était l'indication était uniquement dans le cadre des études, et aujourd'hui elle est rentrée dans le cadre, je crois que c'est une indication de en matière de dénervation rénale, mais malheureusement avec tous les progrès qu'on a aujourd'hui, on peut être dans les 10% de l'hypertension résistante. Merci. D'autres questions? Pour Dr Hillel, souvent on reçoit des patients sous fibrate. Il a un réel problème de micro. Donc très souvent on reçoit des patients sous fibrate. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de switcher Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a vu les patients qui étaient sous fibrate parce que tout simplement c'est des patients qui avaient un taux de triglycérides, et c'est pas compliqué, hein, souvent c'est des patients qui étaient à 2,50 g, 2,80 g, on les met sous fibrate. Je pense qu'il faut se dire que triglycérides est le fruit majoritairement d'hydrates de carbone que l'on met dans son assiette et qui dépasse les besoins énergétiques corporels. Donc on est dans l'excès. La balance apport calorique, dépense énergétique en matière d'hydrates de carbone et bien sûr bascule d'un côté, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès alimentaire. Dans la majorité des cas, quand on a un taux de triglycérides qui avoisine les 3 g, 3,50 g, il ne faut pas s'alarmer. Il faut corriger l'assiette et faire bouger le patient. Et on a toutes les chances pour que ça descende. Quand vous voyez que dans la classification Fredrickson, c'est la classification 5 qui définit l'hypertriglycéridémie majeure. Et on avait dit les hypertriglycéridémies majeures, au même titre que les hypercholestérolémies majeures, ont essentiellement un support génétique sur lequel vont se greffer les facteurs environnementaux. C'est-à-dire que le gros de l'histoire, c'est une histoire génétique. Et très souvent, ces personnes-là, ces patients-là, ont besoin d'un traitement pharmacologique et pas des moindres. C'est-à-dire que le patient qui va avoir un taux de triglycérides à 10 grammes, à 12 grammes, il n'y a pas de doute, ce patient, il a un terrain génétique, il y a un peu d'alimentation, l'activité physique, mais le gros, il est génétique. Et c'est ce patient-là qu'il faut traiter par fibrate. Par contre, si j'ai du 2,50 g, du 3 g, c'est l'assiette qu'il faut corriger et faire bouger le patient, et non pas aller se précipiter à mettre un fibrate. Mais par contre, nous les recevons parfois, ces patients, qui sont d'emblée mis sous fibrate. Est-ce qu'il faut réagir? C'est pas compliqué, c'est un patient. J'évalue ses facteurs de risque. Si c'est un patient qui est à risque cardiovasculaire, ce qui prime, c'est l'acteur principal du scénario d'athérosclérose. C'est-à-dire quand on fait un film, on a besoin d'un acteur principal. Si j'ai pas d'acteur principal, l'acteur principal d'un film meurt, le film s'arrête.
Le LDL cholestérol, c'est l'acteur principal du scénario d'athérosclérose. Mon malade est à risque cardiovasculaire, ça veut dire que sans le LDL, j'ai pas d'athérosclérose. Donc c'est cet LDL que je vais cibler. Donc ça veut dire que c'est un patient chez qui je dois arrêter le fibrate s'il est à risque cardiovasculaire. Je corrige son LDL à l'objectif et je reviens pour voir son taux de triglycérides si c'est corrigé. Donc voilà un peu le scénario que l'on doit adopter en fait. L'hypoglycémie prend dessus. Même le micro s'arrête. Vous voyez? Donc voilà. Donc, on vous remercie pour ce dernier moment pour votre participation. Et je cède la parole aux organisateurs.